L'ombre de l'homme des montagnes s'est projetée sur ses mains tremblantes. Elle venait juste de glisser le pain sous son châle. Lydia Reeves a su que son pari désespéré avait échoué. C'était avant même d'entendre sa voix basse et profonde lui demander ce qu'elle faisait dans sa cabane. Son cœur battait la chamade contre ses côtes alors qu'elle se tournait pour lui faire face. Elle était prête à supplier, à fuir ou à se battre si nécessaire. Mais les mots se sont éteints dans sa gorge quand elle l'a vu distinctement pour la première fois. Il se tenait sur le seuil de sa cabane en rondin brut. Il masquait la pâle lumière du soleil du Colorado en ce matin d'automne de 1878. C'était l'homme le plus imposant qu'elle ait jamais vu. De larges épaules tendaient le tissu de sa chemise de flanelle usée. Des muscles épais nouaient ses bras là où il avait retroussé ses manches. Ses cheveux tombaient en vagues sombres sur son col. Une barbe couvrait la moitié inférieure de son visage. Mais ce sont ses yeux qui l'ont glacé sur place. Ils n'étaient pas en colère, comme elle s'y attendait. Ils étaient curieux, peut-être même inquiets. « Je vous ai posé une question, mademoiselle, dit-il. Sa voix était plus douce qu'elle ne l'aurait imaginé pour un homme de sa stature. « Que faites-vous dans ma cabane? » Les doigts de Lydia se resserrèrent sur le pain sous son châle. Elle avait 22 ans. Elle avait survécu à une catastrophe de convoi de chariots qui avait tué ses parents 2 ans plus tôt. Depuis, elle survivait tant bien que mal à Silverton. Mais survivre était devenu impossible. La mine où elle travaillait comme blanchisseuse avait fermé 3 semaines auparavant. Et puis, il y avait les enfants. « Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix brisée. Je sais que c'est du vol et je sais que c'est mal, mais ils ont faim. Les enfants ont tellement faim. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours pour qu'ils puissent avoir le peu que j'avais. Et j'ai entendu dire que vous viviez seul ici. J'ai pensé que peut-être un pain ne vous manquerait pas, juste un seul. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Les mots sortirent dans un flot précipité, et à sa grande horreur, des larmes se mirent à couler sur son visage. Elle ne pleurait jamais. Après la mort de ses parents, elle s'était promis d'être forte. Elle s'était promis de survivre, de tout surmonter. Mais la faim et le désespoir l'avaient complètement anéantie. Et maintenant, elle se tenait dans la cabane d'un inconnu, surprise en train de voler, pleurant comme une enfant. L'homme des montagnes fit un pas vers elle et elle recula d'un bond. Mais il s'arrêta aussitôt, levant ses grandes mains en signe de paix. « Doucement, dit-il d'une voix douce. Je ne vais pas vous faire de mal. » « De quels enfants parlez-vous? » Lydia s'essuya le visage avec sa main libre, essayant de se ressaisir. Les enfants Mercer, James et Emma, et la petite Sarah. Leur père est mort dans un accident de mine il y a 6 mois. Leur mère est tombée malade de la fièvre le mois dernier et elle est décédée. Personne en ville ne voulait les accueillir. 3 bouches de plus à nourrir alors que tout le monde a déjà du mal. Ils allaient les envoyer dans le train des orphelins vers l'Est. Mais je ne pouvais pas laisser faire ça. Je ne pouvais pas les laisser être séparés. Alors, je les ai cachés dans l'ancienne réserve derrière le magasin général. Mais M. Paulson ne le sait pas, et s'il le découvre, il nous mettra tous dehors. Et je ne sais plus quoi faire. Elle divaguait de nouveau. Mais quelque chose dans la présence calme de cet homme faisait jaillir les mots. C'était peut-être parce qu'elle portait ce fardeau seule depuis si longtemps. Ou peut-être parce qu'elle était enfin à bout de force et n'avait plus rien à perdre. L'homme des montagnes l'étudia un long moment. Ses yeux sombres parcoururent sa silhouette frêle, sa robe usée, l'expression affamée sur son visage. Puis il se dirigea vers son petit coin cuisine. Il commença à sortir des choses des étagères et des placards. Du pain, du fromage, de la venaison séchée, des pommes d'un tonneau. Un pot de conserve, un sac de farine, un autre de semoule de maïs, des haricots secs et plus encore. Il empila tout sur la table en bois brut au centre de la pièce. Lydia ne pouvait que le regarder, incrédule. « Prenez tout, dit-il simplement. »« Je ne peux pas, souffla Lydia. C'est beaucoup trop. Je n'avais besoin que d'un seul pain. »« Ces enfants ont besoin de plus que du pain, répondit-il. Sa voix était ferme, mais pas méchante. Ils ont besoin de vrais repas. Des enfants en pleine croissance ne peuvent pas survivre uniquement avec du pain. Et vous non plus, à ce que je vois. Mais c'est votre nourriture. C'est probablement tout ce que vous avez pour l'hiver. L'homme des montagnes secoua la tête. Une lueur d'amusement passa dans ses yeux. Je suis chasseur et trappeur, mademoiselle. C'est peut-être un quart de ce que j'ai mis de côté pour l'hiver.
J'ai de la venaison qui sèche dans le fumoir, d'autres conservent dans le cellier. Et je connais toutes les plantes comestibles de ces montagnes. Je m'en sortirai. Mais ces enfants, non, si vous ne prenez pas cette nourriture. Lydia sentit de nouvelles larmes monter, mais elles étaient différentes. Je ne connais même pas votre nom, murmura-t-elle. Owen Yates, dit-il en entendant une grande main colleuse. Elle la prit avec hésitation, sentant sa petite main disparaître dans sa poigne chaude. Lydia Reeves, et je vous promets que je vous rembourserai d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai, je le jure. Owen relâcha sa main et commença à emballer la nourriture dans un grand sac en toile. Ne vous inquiétez pas de ça pour l'instant. Apportez simplement cette nourriture à ses enfants. Quel âge ont-ils? James a 9 ans, Emma en a 7, et Sarah vient d'avoir 5 ans le mois dernier. Owen hocha la tête, l'air songeur. C'est trop jeune pour vivre dans une réserve avec l'hiver qui approche. Quel est votre plan pour quand la neige arrivera? La gorge de Lydia se serra. Elle n'avait pas de plan. Elle vivait au jour le jour, espérant désespérément que quelque chose change. Elle espérait qu'une opportunité se présenterait. Je ne sais pas, admit-elle doucement. Owen resta silencieux un instant, puis il souleva le lourd sac comme s'il ne pesait rien et se dirigea vers la porte. Venez, je vais vous aider à apporter ça jusqu'en ville. Nous trouverons une solution pour le reste en chemin. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, protesta Lydia. Vous avez déjà été plus que généreux. Ces enfants doivent de manger aujourd'hui, pas demain après que vous ayez fait 3 allers-retours avec des charges trop lourdes pour vous, hein, dit Owen d'un ton pratique. De plus, j'aimerais voir cette réserve par moi-même. Je dois évaluer la situation correctement. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, si factuelle et compétente, qui donna à Lydia l'envie de pleurer à nouveau. Elle avait porté ce fardeau seule depuis si longtemps. Elle avait pris des décisions impossibles, terrifiée à chaque instant d'échouer envers les enfants qui dépendaient d'elle. Et maintenant, cet étranger, cet homme des montagnes qu'elle avait essayé de voler, l'aidait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ils descendirent ensemble le sentier de montagne. Owen portait le lourd sac sur une épaule aussi facilement que s'il était rempli de plumes. Lydia se dépêchait pour suivre ses longues foulées. Le chemin était escarpé et rocheux, serpentant à travers des bosquets de trembles qui avaient pris une teinte dorée avec la saison. Lydia se demanda comment elle avait réussi à grimper jusqu'ici en premier lieu. Le désespoir, supposa-t-elle, pouvait pousser une personne à faire des choses qu'elle n'aurait jamais cru possibles. « Comment saviez-vous où j'habitais? » demanda Owen après un moment. « J'ai posé des questions en ville, » admit Lydia. Les gens disaient qu'un homme des montagnes vivait seul dans les hauteurs, qu'il était plutôt solitaire, mais qu'il descendait une fois par mois pour des provisions. J'ai pensé que si vous étiez un ermite, vous ne remarqueriez peut-être pas la disparition d'un peu de nourriture. Je ne suis pas un ermite, dit Owen, et il y avait clairement de l'amusement dans sa voix maintenant. Je préfère simplement ma propre compagnie la plupart du temps. Et j'aurais remarqué la disparition du pain, mais j'aurais pensé qu'un renard était entré. Je n'en aurais pas voulu à un renard d'essayer de survivre à l'hiver. Je ne vaux pas beaucoup mieux qu'un renard en ce moment, dit Lydia avec amertume. Owen s'arrêta de marcher et se tourna pour la regarder, son expression sérieuse. Ne dites pas ça. Un renard n'a pas de conscience. Un renard ne s'occupe pas d'enfants orphelins. Vous faites quelque chose de bien, Lydia Reeves. Même si vous avez dû faire quelque chose de discutable pour y arriver, il n'y a pas de honte à essayer de survivre. Et il y a encore moins de honte à essayer de protéger des enfants qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. La façon dont il prononça son nom avec cette voix basse et rauque fit battre le cœur de Lydia. Elle détourna rapidement le regard, troublée par ce sentiment. Elle ne pouvait pas se permettre de distraction. Elle ne pouvait rien ressentir d'autre que la vigilance constante nécessaire pour garder les enfants en sécurité et nourris. Mais les mots d'Owen avaient touché quelque chose de profond en elle. Une partie d'elle-même qu'elle croyait morte avec ses parents sur la route de l'Ouest. Ils continuèrent à descendre la montagne en silence. À mesure qu'ils se rapprochèrent de Silverton, Lydia se sentit extrêmement consciente de la présence d'Owen à ses côtés. Il se déplaçait avec l'assurance tranquille d'un homme qui savait exactement de quoi il était capable. Et il y avait quelque chose de rassurant dans son calme solide et inébranlable.
Elle s'était tellement habituée à tout gérer seule qu'elle avait oublié ce que c'était d'avoir quelqu'un pour partager le fardeau, ne serait-ce que pour une descente de montagne. Silverton était une ville minière rude, nichée dans une vallée entourée de sommets qui seraient bientôt blancs de neige. La rue principale était boueuse à cause des pluies récentes. Elle était bordée de bâtiments à fausses façades qui abritaient le magasin général, le saloon, le bureau de l'essayeur et divers autres établissements. C'était le milieu de la matinée et la rue était relativement calme. La plupart des hommes étaient déjà au travail dans les mines ou à la fonderie. Lydia conduisit Owen à l'arrière du magasin général, vers un petit bâtiment de stockage construit contre la structure principale. Elle frappa 2 fois, fit une pause, puis frappa 3 autres fois rapidement. Un instant plus tard, la porte s'entr'ouvrit et le visage d'un garçon apparut. Lydia, dit James, son visage mince s'illuminant d'un sourire soulagé. Tu es parti si longtemps, on s'inquiétait. Je vais bien, James, l'assura Lydia en se glissant à l'intérieur. Owen dut baisser la tête et se tourner de côté pour passer par la porte étroite. Et quand il se redressa à l'intérieur de l'espace exigu, sa tête touchait presque le plafond bas. La réserve était petite et sombre, éclairée seulement par une petite fenêtre en hauteur sur un mur. De vieilles caisses et des barils bordaient les murs. Dans un coin, les 3 enfants Mercer avaient fait une sorte de nid avec des couvertures et ce qui ressemblait à des sacs en toile. Emma et la petite Sarah étaient assises blotties l'une contre l'autre sur le lit de fortune. Les yeux des 2 filles s'écarquillèrent en voyant Owen. « Qui est-ce » demanda Emma, se recroquevillant contre sa petite sœur. « C'est Monsieur Yates » dit Lydia doucement. « C'est un ami et il nous a apporté de la nourriture. » Owen posa soigneusement le lourd sac et l'ouvrit, en sortant le pain et le fromage. « James, Emma, Sarah, dit-il en s'adressant à chaque enfant tour à tour. Je sais que je suis un étranger et que j'ai l'air un peu effrayant, mais je vous promets que je suis là pour aider. Avez-vous faim? » C'était peut-être la question la plus inutile jamais posée. Les 3 enfants hochèrent la tête avec empressement. En quelques instants, ils dévorèrent le pain et le fromage avec le désespoir de ceux qui ont vraiment faim. Lydia les regardait manger, le cœur brisé de voir à quel point ils étaient devenus maigres, à quel point leurs joues étaient creuses. Elle avait fait de son mieux, mais son mieux n'avait pas été suffisant. Owen les regardait aussi, son expression illisible derrière sa barbe, mais Lydia crut voir sa mâchoire se contracter. Quand les enfants eurent enfin ralenti assez pour respirer entre les bouchées, il s'agenouilla pour être à leur niveau. Sa grande silhouette se plia avec une grâce surprenante. « Depuis combien de temps vivez-vous ici » demanda-t-il doucement. James, en tant qu'aîné, sembla se désigner comme porte-parole. « Environ 3 semaines, monsieur ? Depuis que maman est morte et que la dame de l'église a dit qu'on devait partir vers l'Est avec le train des orphelins. »« Et vous ne voulez pas aller à l'Est » Les 3 enfants secouèrent vigoureusement la tête. « Ils ont dit qu'on serait probablement séparés, » dit Emma, sa voix petite et effrayée. James irait dans une famille et Sarah et moi dans une autre. Ils ont dit que c'est difficile de placer 3 enfants ensemble. « On veut rester ensemble », ajouta Sarah, ses mots légèrement étouffés par le pain dans sa bouche. Lydia a dit qu'on pourrait rester ensemble si on restait ici. Owen regarda Lydia et elle sentit la chaleur monter à ses joues. « Je sais que ce n'est pas une vraie solution, dit-elle sur la défensive. Je sais qu'on ne peut pas rester ici pour toujours, mais j'avais besoin de temps pour trouver quelque chose. Et je ne pouvais pas les laisser être séparés. Ils ont déjà tout perdu. Ils ne devraient pas avoir à se perdre, les uns les autres aussi. »« Vous avez raison, » dit simplement Owen. « Ils ne devraient pas. » Il se leva, sa tête frôlant à nouveau le plafond, et regarda le petit espace d'un œil critique. « Ça n'ira pas pour l'hiver, » dit-il sans détour. « Quand la neige arrivera, et elle arrivera bientôt à cette altitude, cet endroit sera comme une glacière. Ces enfants vont geler. »« Je sais, » dit Lydia, et elle détesta le son défaitiste de sa voix. « Mais je n'ai nulle part où les emmener. La pension de famille n'accepte pas les enfants, et de toute façon, je n'ai pas les moyens de louer une chambre. J'ai essayé de trouver du travail, mais il n'y a rien. La mine a fermé et personne n'a besoin d'aide quand tout le monde compte ses sous. » Owen resta silencieux un long moment. Lydia pouvait presque le voir réfléchir, peser les options, faire des calculs. Finalement, il parla. « Ma cabane a 2 pièces. J'ai construit la 2e en pensant que j'aurais besoin de rangement,
mais je l'utilise surtout pour garder des outils et des provisions. Il ne faudrait pas grand-chose pour la vider et la rendre habitable. Il y a un bon poêle qui chauffe toute la maison et j'ai assez de bois de chauffage empilé pour durer 3 hivers. Vous et les enfants pourriez y rester jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de plus permanent. Lydia le dévisagea, certaine d'avoir mal entendu. Restez dans votre cabane, nous 5. Ce n'est pas un palais, mais c'est chaud, sec et sûr, dit Owen. Et il y a beaucoup de nourriture. Je peux chasser et piéger assez pour nous nourrir tous pendant l'hiver sans problème. Au printemps, peut-être que la mine rouvrira ou qu'une autre opportunité se présentera. Mais pour l'instant, le plus important est de garder ses enfants en sécurité et nourris. Je ne peux pas, dit Lydia automatiquement. C'est trop. Vous ne nous connaissez même pas. J'en sais assez, répondit Owen. Je sais que vous vous souciez assez de ces enfants pour risquer la prison en volant pour les nourrir. Je sais qu'ils n'ont personne d'autre et je sais que j'ai de l'espace et des ressources que je n'utilise pas. Ça me semble être une équation simple. Mais que diront les gens? Demanda Lydia et se sentit immédiatement stupide. Qu'importait ce que les gens disaient quand la vie des enfants était en jeu? L'expression d'Owen se durcit. Les gens en ville étaient prêts à envoyer ces enfants vers l'Est pour être séparés plutôt que de les aider. Je me fiche pas mal de ce que ces gens ont à dire sur quoi que ce soit. James, Emma et Sarah regardaient cet échange avec de grands yeux, s'échangeant des regards. Finalement, James prit la parole. On pourrait vraiment rester dans une cabane? Une vraie cabane avec un poêle et tout? Oui, confirma Owen. Et vous auriez des corvées, car tous ceux qui vivent sous mon toit contribuent. Mais vous seriez au chaud, nourris et ensemble. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Oui, monsieur, souffla James, et l'espoir dans sa voix était presque douloureux à entendre. Lydia regarda les 3 enfants, leurs visages minces et leurs yeux pleins d'espoir, et elle sut qu'elle ne pouvait pas refuser. Owen avait raison. Rien d'autre ne comptait que de les garder en sécurité et ensemble. Sa réputation, sa fierté, ses préoccupations concernant les convenances, tout cela pâlissait en comparaison du simple fait que ses enfants avaient besoin d'aide et qu'Owen la leur offrait. « D'accord, dit-elle doucement. « Merci, Monsieur Yates, nous acceptons votre offre généreuse. »« Appelez-moi Owen, dit-il. Si nous allons partager une cabane, autant utiliser nos prénoms. Maintenant, préparons vos affaires. Nous devrions monter à la montagne avant qu'il ne se fasse trop tard. » Il n'y avait pas grand-chose à emballer. Les enfants n'avaient que les vêtements qu'ils portaient et un change chacun. Ils avaient aussi quelques biens précieux, un cheval de bois sculpté qui avait appartenu au père de James, une poupée de chiffon qu'Emma avait cousue elle-même et un petit livre de contes de fées que Sarah ne savait pas encore lire, mais dont elle aimait regarder les images. Lydia avait encore moins. Juste une robe de rechange, un châle et une boîte en fer blanc qui contenait l'alliance de sa mère et un daguerréotype de ses parents le jour de leur mariage. Owen les fit sortir par l'arrière, évitant la rue principale, et ils commencèrent la longue montée vers la montagne. Les enfants eurent du mal avec le sentier escarpé au début, peu habitués à un tel effort après des semaines passées enfermés dans la réserve. Mais la patience d'Owen semblait inépuisable. Il ajusta son rythme au leur, et quand les jambes de la petite Sarah flanchèrent à mi-chemin, il la hissa simplement sur ses épaules sans ralentir. Lydia le regarda avec Sarah qui riait de plaisir depuis son perchoir. Elle vit la douceur de ses mains alors qu'il stabilisait la petite fille et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Cet homme, cet étranger qu'il connaissait depuis moins d'une journée, montrait plus de gentillesse envers ses enfants que n'importe qui à Silverton depuis des semaines. Plus que ça, il le faisait sans fanfare ni autocongratulation. Il voyait simplement un besoin et le comblait, comme si c'était ce que toute personne décente ferait. Quand ils atteignirent la cabane, le soleil commençait à descendre vers les sommets de l'ouest, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Owen posa Sarah et ouvrit la porte, les faisant tous entrer. La pièce principale, elle était plus grande que Lydia ne l'avait réalisé lors de son bref passage paniqué plus tôt. Les murs étaient faits de rondins taillés à la main, assemblés avec une telle habileté qu'elle ne voyait aucune fente par où le vent pourrait siffler. Une grande cheminée en pierre dominait un mur. Le coin cuisine était bien organisé avec des étagères contenant de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, et la table où Owen avait empilé la nourriture plus tôt. Il y avait 2 fauteuils à bascule près de la cheminée, un canapé usé mais d'apparence confortable,
et des tapis tressés sur le sol qui ajoutaient chaleur et couleur. Laissez-moi vous montrer la deuxième pièce, dit Owen, les menant à une porte sur le mur du fond. Il l'ouvrit pour révéler un espace qui était en effet plein de provisions et d'outils, mais Lydia vit immédiatement le potentiel. Il y avait une fenêtre qui laissait entrer une bonne lumière, et la pièce était assez grande pour contenir des lits pour les enfants et un coin couchage séparé pour elle. Je déplacerai tout ça dans la remise demain, dit Owen. Ce soir, on peut s'arranger. Les enfants peuvent dormir sur le canapé et vous pouvez prendre le lit dans ma chambre. Je prendrai le sol ici, près du feu. Je ne peux pas prendre votre lit, protesta Lydia. Vous pouvez et vous le ferez, dit Owen fermement. Vous êtes épuisé et vous avez besoin d'un vrai repos. Ne discutez pas avec moi là-dessus. Il y avait une telle autorité dans sa voix que Lydia se surprit à hocher la tête avant de pouvoir réfléchir. Quelque chose chez Owen Yates inspirait l'obéissance, mais pas celle qui engendre le ressentiment. C'était plutôt que sa confiance et sa compétence étaient si assurées qu'il était simplement plus facile de se fier à son jugement. Ce soir-là, Owen leur prépara un repas qui ressemblait à un festin après des semaines de privation. Des steaks de venaison saisis dans une poêle en fonte, des pommes de terre rôties aux herbes et des biscuits qui étaient moelleux et parfaits. Les enfants mangèrent jusqu'à ce que leur ventre soit rond, et même Lydia se surprit à manger plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Owen semblait prendre un plaisir tranquille à les regarder manger, s'assurant que tout le monde se resservait une deuxième, puis une troisième fois, avant de remplir correctement sa propre assiette. Après le dîner, les enfants bâillaient, épuisés par la montée de la journée et par trop de nourriture après avoir eu faim si longtemps. Lydia les aida à se laver dans la bassine fournie par Owen et les installa sur le canapé avec des couvertures. Ils s'endormirent presque avant que leur tête ne touche des oreillers. Ils dormiront bien cette nuit, observa Owen, en réduisant le feu à une braise basse et constante qui garderait la cabane au chaud toute la nuit. Ils n'ont pas bien dormi depuis des semaines, admit Lydia. Ils avaient toujours peur que quelqu'un nous trouve ou que M. Paulson découvre que nous étions dans sa réserve. Et il faisait si froid la nuit. L'expression d'Owen s'assombrit. C'est criminel qu'une ville laisse des enfants souffrir comme ça. Silverton a une église, n'est-ce pas? À quoi sert la religion si les gens n'aident pas les enfants dans le besoin? Les dames de l'église ont essayé, dit Lydia, se sentant obligée de les défendre un peu. Elles ont collecté des dons et trouvé des placements pour les enfants dans l'Est. Elles pensaient bien faire. La bonne chose à faire aurait été de les garder ensemble, dit Owen catégoriquement. La famille, c'est tout. Ces enfants ont déjà perdu leurs parents. Leur enlever leurs frères et sœurs serait comme les tuer une deuxième fois. Ces mots étaient durs, mais Lydia entendit l'émotion sous-jacente. « Avez-vous des frères et sœurs? » demanda-t-elle. L'expression d'Owen se ferma légèrement. « J'en avais, 2 frères et une sœur. Je les ai tous perdus à cause du choléra quand j'avais 18 ans. Mes parents aussi. J'ai été le seul à survivre. »« Je suis vraiment désolé, » dit Lydia doucement. Owen haussa les épaules, mais elle pouvait voir la vieille douleur dans ses yeux. C'était il y a longtemps, 15 ans maintenant, mais ça m'a appris que la vie est trop courte et trop incertaine pour perdre du temps à s'inquiéter des convenances quand les gens ont besoin d'aide. Ma famille avait des voisins qui auraient pu nous aider, qui auraient pu apporter des médicaments ou de la nourriture, ou simplement s'asseoir avec ma mère pendant qu'elle mourait. Mais ils avaient trop peur d'attraper la maladie eux-mêmes. Alors, ils sont restés à l'écart. J'ai appris alors que la seule chose qui compte, c'est la façon dont on traite les gens quand ils sont au plus bas. Tout le reste n'est que du bruit. Lydia sentit à nouveau des larmes lui piquer les yeux. Elle comprenait maintenant pourquoi Owen les avait aidés si facilement. Pourquoi il n'avait pas hésité à ouvrir sa maison à des étrangers. Il savait ce que c'était que d'être seul et désespéré, d'avoir besoin d'aide et que personne ne la propose. « Merci, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Je ne pense pas que vous compreniez ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Vous nous avez sauvés, pas seulement de la faim ou du froid, mais du désespoir. J'étais au bout de tout et vous nous avez redonné espoir. » Owen la regarda, puis la regarda vraiment, et Lydia sentit la chaleur monter à son visage sous son regard constant. Ses yeux sombres semblaient voir à travers elle, au-delà de l'épuisement et de la peur, vers quelque chose de plus profond. « Vous avez sauvé ces enfants en premier, dit-il doucement. Tout ce que j'ai fait, c'est aider. Ne vous sous-estimez pas, Lydia Reeves.
Vous avez plus de courage que la plupart des hommes que j'ai connus. La façon dont il prononça à nouveau son nom, basse et chaude, fit revenir ce battement dans sa poitrine, plus fort qu'avant. Elle détourna le regard, soudain très consciente qu'ils étaient seuls ensemble dans la cabane silencieuse, que les enfants dormaient, qu'il y avait une intimité dans ce moment qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de ses parents. « Je devrais aller me reposer », dit-elle en se levant rapidement. « Demain sera une journée chargée, j'imagine. » En effet, acquiesça Owen, se levant également. Nous devrons vider cette pièce et l'aménager correctement. Et je devrais vous montrer où tout se trouve, comment les choses fonctionnent ici. Si vous devez rester tout l'hiver, vous devrez connaître les lieux. Lydia hocha la tête et se dirigea vers la chambre, mais elle s'arrêta à la porte. Owen, pourquoi faites-vous ça? Vraiment? Il resta silencieux un moment, et quand il parla, sa voix était douce mais sincère. Parce que je le peux. Parce que ces enfants ont besoin d'aide, et que j'ai de l'aide à donner. Et parce qu'à partir du moment où je vous ai vu dans ma cabane, effrayé mais toujours en train de vous battre, toujours en train d'essayer de protéger ses enfants, j'ai su que vous étiez quelqu'un qui valait la peine d'être connu, quelqu'un qui valait la peine d'être aidé. Le souffle de Lydia se coupa. Elle ne sut que répondre à cela, alors elle hocha simplement la tête et se glissa dans la chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Elle resta là un instant dans l'obscurité, le cœur battant la chamade, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle était venue sur cette montagne, désespérée et seule, prête à voler pour survivre. Et maintenant, elle se tenait dans la chambre d'un homme des montagnes, son corps faisant des choses étranges, se sentant en sécurité pour la première fois depuis des années. Le lit était confortable, les couvertures chaudes, et sentait légèrement le pin et les bois. Lydia s'allongea et fixa le plafond, écoutant les bruits doux d'Owen qui se déplaçait dans la pièce principale, s'installant pour la nuit. Elle aurait dû s'inquiéter des convenances, de ce que cet arrangement pourrait signifier pour sa réputation. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était de la gratitude. Et sous cette gratitude, quelque chose d'autre s'agitait, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'attirance. Elle s'endormit en pensant aux yeux sombres et aux mains douces d'Owen, à la façon dont il avait soulevé Sarah sur ses épaules et préparé le dîner pour eux tous sans rien attendre en retour. Elle s'endormit en ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. L'espoir. Le lendemain matin, Lydia se réveilla à l'odeur du café et du bacon. Elle s'habilla rapidement avec sa robe de rechange et sortit de la chambre pour trouver Owen déjà debout, préparant le petit déjeuner tandis que les enfants étaient assis à table, l'air plus reposé et en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Bonjour », dit Owen, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Le café est prêt, si vous en voulez. » Le café semble divin, admit Lydia, se dirigeant vers la cafetière qu'il indiquait. Elle se versa une tasse et prit d'une gorgée, fermant les yeux devant le goût amer et parfait. Du vrai café, pas le substitut à la chicorée dont elle se contentait depuis des mois. Le petit déjeuner se composait de bacon et de ses biscuits parfaits. Et pendant qu'il mangeait, Owen exposa le plan de la journée. Il viderait la deuxième pièce pendant que Lydia et les enfants l'organiseraient et la nettoieraient. Ensuite, il devrait aller en ville pour acheter des lits et des matelas convenables, ce qu'Owen insista pour payer malgré les protestations de Lydia. « Vous me rembourserez quand vous le pourrez, dit-il fermement. Mais ces enfants ont besoin de vrais lits, et vous aussi. Nous irons au magasin général et commanderons ce dont nous avons besoin. Il faudra quelques jours pour que les lits arrivent de Denver, mais nous pouvons nous débrouiller en attendant. » Après le petit déjeuner, ils se mirent tous au travail. Owen déplaça les lourds outils et les provisions vers la remise avec une aisance qui laissa Lydia bouche bée. Elle essaya de ne pas fixer la façon dont ses muscles se contractaient sous sa chemise, la force évidente dans chaque mouvement, mais il était impossible de ne pas le remarquer. C'était l'homme le plus impressionnant physiquement qu'elle ait jamais vu, et il y avait quelque chose de profondément attirant dans sa compétence et sa capacité. Les enfants aidèrent à frotter les sols et les murs de la pièce sous la direction de Lydia, et à midi, l'espace était propre et prêt à être meublé. Ils s'arrêtèrent pour le déjeuner, de simples sandwichs faits avec le pain de la veille et le fromage qu'Owen leur avait donné, puis se préparèrent pour le voyage en ville. « Je dois vous avertir », dit Lydia alors qu'ils descendaient le sentier de montagne. « Les gens en ville pourraient avoir des questions sur cet arrangement. Il pourrait y avoir des rumeurs. »
Owen haussa les épaules. Laissez-les parler. Nous connaissons la vérité, et c'est tout ce qui compte. Mais si ça peut vous rassurer, nous pouvons dire aux gens que vous êtes ma cousine, récemment veuve, venue tenir ma maison avec vos enfants. Lydia sentit un étrange pincement à l'idée que les enfants soient appelés les siens, mais elle l'écarta. C'était peut-être plus simple que d'expliquer la situation réelle. Alors, c'est ce que nous dirons, acquiesça Owen. Quand ils atteignirent Silverton, Lydia fut extrêmement consciente des regards qu'ils attiraient. Owen était connu en ville comme l'homme des montagnes qui restait dans son coin, et le voir avec une femme et 3 enfants suscitait clairement la curiosité et les commérages. Mais Owen semblait complètement indifférent, marchant la tête haute et posant occasionnellement sa main sur le bas du dos de Lydia pour la guider, un geste qui semblait protecteur et possessif d'une manière qui lui donnait des frissons. Au magasin général, les yeux de M. Paulson faillirent sortir de leurs orbites quand il les vit. M. Yates et Mlle Reeves et les enfants Mercer. Je me demandais où ils étaient passés. Ils sont avec moi maintenant, dit Owen calmement. Mlle Reeves est ma cousine, récemment veuve. Elle est venue tenir ma maison et les enfants sont les siens maintenant. Nous allons rester dans ma cabane. M. Paulson avait l'air dubitatif, essayant clairement de comprendre comment les pièces s'assemblaient. Mais le regard constant d'Owen ne vacilla pas. Finalement, le commerçant hocha la tête. « Eh bien, c'est très chrétien de votre part, Monsieur Yates, d'accueillir ainsi votre famille. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? » Ils commandèrent 3 petits lits avec des matelas adaptés aux enfants et un lit plus grand pour Lydia. Owen paya tout sans sourciller et s'arrangea pour que les lits soient livrés au pied de son sentier de montagne dans 4 jours. Ils achetèrent aussi quelques autres fournitures, du tissu pour des rideaux et quelques livres pour les enfants. Et au moment où ils partirent, la tête de Lydia tournait. « Vous avez dépensé tellement d'argent, dit-elle alors qu'ils remontaient de la montagne. « Je piège et je chasse depuis 15 ans, répondit Owen. Je vends des fourrures et de la venaison à Denver 2 fois par an, et je ne dépense pas beaucoup en vivant seul. J'ai de l'argent de côté. Laissez-moi l'utiliser pour quelque chose qui compte. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Lydia et Owen s'assirent ensemble près du feu. C'était déjà en train de devenir une routine, ce moment calme du soir où ils pouvaient parler sans que de petites oreilles n'écoutent. Lydia se surprit à l'attendre avec impatience, ces moments où elle pouvait en apprendre davantage sur l'homme qui avait tout changé pour elle et les enfants. « Parlez-moi de vos parents, dit Owen. Vous avez dit qu'ils sont morts sur le convoi de chariot vers l'ouest. » Lydia hocha la tête, fixant les flammes. « C'était il y a 2 ans. Nous venions de l'Ohio, à la recherche d'un nouveau départ. Mon père avait été enseignant, mais il n'y avait pas de poste disponible, et il avait entendu dire qu'il y avait des opportunités dans l'Ouest. Nous avons rejoint un convoi de chariots, et tout allait bien jusqu'à ce que nous arrivions dans les montagnes. Il y a eu un accident, une roue s'est cassée dans une pente raide, et le chariot a basculé. Mes parents ont été tués sur le coup, j'ai été projeté, et j'ai survécu avec seulement quelques contusions et un bras cassé. « C'est terrible, dit Owen doucement. Je suis désolé. » Le reste du convoi a aidé à les enterrer et à me soigner le bras, mais ensuite ils ont continué leur route. Ils ne pouvaient pas attendre. J'ai atterri à Silverton parce que c'était la ville la plus proche et j'y suis depuis. J'ai trouvé du travail à la blanchisserie de la mine et c'était assez pour survivre, mais pas beaucoup plus. Et puis la mine a fermé et je n'avais plus rien. Et c'est là que vous avez rencontré des enfants Mercer. Je connaissais un peu leur mère. Nous allions à la même église. Quand elle est tombée malade, je lui ai rendu visite. J'ai essayé de l'aider. Elle m'a fait promettre que si quelque chose lui arrivait, je m'assurerais que ses enfants restent ensemble. J'ai promis, sans vraiment penser que j'aurais à tenir cette promesse. Mais ensuite, elle est morte, et les dames de l'église voulaient les envoyer à l'Est. Et je ne pouvais pas rompre ma promesse, alors j'ai essayé de les garder ensemble depuis. Owen se pencha et prit sa main, ses grands doigts chauds s'enroulant autour des siens. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez tenu votre promesse et vous avez protégé ses enfants. Cela demande de la force et du caractère. » Lydia baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur le contraste entre sa peau cailleuse et rugueuse par le travail et sa propre main plus petite et plus douce. « Je ne me sens pas forte. J'ai l'impression d'avoir à peine tenu le coup, de faire erreur sur erreur. »
La force, ce n'est pas de ne jamais avoir peur ou de ne jamais faire d'erreur, dit Owen. C'est de faire ce qui doit être fait même quand on est terrifié. Même quand on ne sait pas si on va réussir. Vous avez fait ça tous les jours, Lydia. C'est ça, la vraie force. Elle leva les yeux vers lui, vers son visage barbu sérieux et ses yeux sombres qui semblaient ne voir jusqu'au fond de son âme, et elle sentit quelque chose se briser en elle. Avant de pouvoir réfléchir, elle se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Owen resta très immobile un instant, et Lydia commença à reculer, mortifiée par sa propre audace. Mais alors sa main libre vint se poser à l'arrière de sa tête, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, et il lui rendit son baiser avec une douceur qui lui donna envie de pleurer. Ce n'était pas un baiser passionné, ni désespéré ou exigeant. C'était doux et tendre, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent un gain fin, Lydia respirait fort, les joues rouges. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'aurais pas dû faire ça. »« Ne vous excusez pas, » dit Owen, la voix rauque. « J'ai envie de vous embrasser depuis hier matin, quand vous étiez dans ma cabane et que vous m'avez parlé des enfants. Vous étiez si féroce, effrayée et courageuse à la fois, et j'ai pensé que vous étiez la plus belle chose que j'ai jamais vue. »« Belle ?» Lydia rit d'une voix tremblante, dit Dinte. « J'étais affamée, sale, et j'essayais de vous voler. »« Vous étiez belle, » insista Owen. « Vous êtes belle. Et pas seulement votre apparence, même si vous êtes très jolie. C'est qui vous êtes à l'intérieur, la façon dont vous vous souciez de ces enfants, la façon dont vous vous battez même quand tout semble sans espoir. C'est ce genre de beauté qui compte. » Lydia sentit des larmes couler sur ses joues. Mais c'était de bonnes larmes. Des larmes de submersion. « Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dites rien, » murmura Owen, la tirant près de lui pour que sa tête repose contre sa large poitrine. « Laissez-moi juste vous tenir un moment. Laissez quelqu'un d'autre porter le poids un peu. » Alors elle le fit. Elle se laissa aller dans son étreinte. Elle se laissa sentir sa chaleur et sa force. Elle se laissa imaginer que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être le début de quelque chose de réel et de durable. Elle était venue sur cette montagne désespérée et seule, mais elle commençait à penser qu'elle avait peut-être trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Un foyer, une famille, et peut-être même l'amour. Les jours qui suivirent prirent un rythme confortable. Owen passait ses matinées à vérifier ses pièges et à chasser tandis que Lydia et les enfants s'occupaient de la cabane. Elle cuisinait, nettoyait, raccommodait les vêtements et commença à donner des leçons de lecture et de calcul aux enfants en utilisant la petite collection de livres d'Owen et les nouveaux qu'ils avaient achetés en ville. Les enfants s'épanouirent à l'air de la montagne et avec des repas réguliers. Leurs silhouettes minces s'étoffèrent, leurs visages reprirent des couleurs et de la vitalité. James se révéla être un élève rapide et suivait Owen comme un petit chien dès qu'il en avait la permission, désireux d'apprendre la chasse, le piégeage et la survie dans la nature. Owen était patient avec le garçon, lui apprenant à suivre les animaux, à lire le temps, à respecter la terre. Emma était plus silencieuse, mais tout aussi brillante, et elle avait un don pour le dessin. Owen lui apporta du charbon de bois du feu et du papier de sa réserve limitée, et elle passait des heures à dessiner les montagnes et les arbres qu'elle pouvait voir depuis la fenêtre de la cabane. La petite Sarah était un pur rayon de soleil, bavardant constamment et faisant rire tout le monde avec ses observations et ses questions. Et pendant tout ce temps, Lydia se sentait tomber de plus en plus amoureuse d'Owen Yates. Ce n'était pas seulement sa force physique, bien que ce soit certainement attrayant. C'était la façon dont il était si doux avec les enfants, la façon dont il écoutait quand elle parlait, la façon dont il semblait valoriser ses opinions et ses idées. C'était la compétence tranquille avec laquelle il gérait chaque tâche, l'humour pince sans rire qui émergeait quand il était détendu, l'intelligence qu'elle voyait dans ses yeux quand il parlait de livres, d'idées ou de la vie. Ils ne s'embrassèrent plus pendant plusieurs jours, tous deux conscients de la présence des enfants et de la nécessité de maintenir une certaine bienséance. Mais il y avait des contacts, petits et brefs, mais significatifs. Sa main sur sa taille alors qu'il passait derrière elle dans la cuisine, ses doigts effleurant les siens alors qu'elle lui tendait son café le matin. La façon dont leurs genoux se touchaient quand ils s'asseyaient près du feu le soir, et qu'aucun d'eux ne s'éloignait. Quand les Lees arrivèrent enfin de Denver, Owen fit 2 voyages en bas de la montagne pour les monter,
refusant de laisser Lydia ou James l'aider malgré leurs offres. Il installa les lits des enfants dans une moitié de la deuxième pièce et le lit de Lydia dans l'autre moitié, installant un rideau entre eux pour plus d'intimité. Cette nuit-là, alors que Lydia s'installait dans son propre lit pour la première fois depuis des semaines, elle sentit des larmes de gratitude lui piquer les yeux. Elle était passée de dormir par terre dans une réserve à avoir son propre lit dans une cabane chaude et sûre. C'était comme un miracle. 2 semaines après leur arrivée à la cabane d'Owen, la première neige tomba. Lydia se réveilla pour trouver le monde transformé, tout couvert d'une couverture de blanc qui scintillait au soleil du petit matin. Les enfants étaient ravis, n'ayant jamais connu de chute de neige en montagne auparavant. Owen les emmena dehors pour leur montrer comment faire des anges dans la neige et construire un bonhomme de neige. Lydia regardait depuis la fenêtre, le cœur plein à la vue d'Owen riant avec les enfants, sa barbe saupoudrée de neige, ses yeux brillants de joie. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, épuisés d'avoir joué dans la neige toute la journée, Owen et Lydia s'assirent près du feu comme d'habitude. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qui n'était pas là avant. Lydia, dit finalement Owen, se tournant pour la regarder. Je dois vous parler de quelque chose. Son cœur manqua un battement. Qu'est-ce que c'est? Cet arrangement que nous avons, il fonctionne bien. Les enfants sont heureux et en bonne santé, et je pense que vous allez mieux aussi. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de l'avenir. Au printemps, prévoyez-vous de prendre les enfants et de partir, de chercher du travail en ville? Ou pensez-vous que vous pourriez vouloir rester ici? Le souffle de Lydia se coupa. Elle avait essayé de ne pas penser au printemps, à ce qui se passerait quand la neige fondrait et que le monde s'ouvrirait à nouveau. Elle vivait au jour le jour, effrayée de regarder trop loin et de voir la fin inévitable de cette parenthèse parfaite. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Je ne me suis pas permis d'y penser. Que voulez-vous? Owen se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, son expression intense. Je veux que vous restiez, pas seulement jusqu'au printemps, mais pour toujours. Je veux que vous et les enfants fassiez de cet endroit votre foyer permanent. Owen, souffla Lydia, mais il leva une main. Laissez-moi finir. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 2 semaines. Mais j'ai vécu seul pendant 15 ans, Lydia. Je sais ce que c'est que la solitude. Et je sais ce que l'on ressent quand la solitude prend fin. C'est ce qui s'est passé quand vous et les enfants êtes entrés dans ma vie. La solitude a pris fin. La cabane ressemble à un foyer maintenant, au lieu d'être juste un endroit pour dormir. J'entends des rires et des voix. Je sens l'odeur de la cuisine et je vois la vie se dérouler tout autour de moi. Et je réalise que c'est ce qui me manquait toutes ces années. Il fit une pause, puis continua, sa voix rauque d'émotion. Et c'est plus que ça. C'est vous en particulier. La façon dont vous vous occupez de ces enfants comme s'ils étaient les vôtres. La façon dont vous fredonnez en cuisinant. La façon dont vous leur lisez des histoires le soir et les bordez si doucement. La façon dont vous regardez les montagnes comme si c'était la plus belle chose que vous ayez jamais vue. Je suis en train de tomber amoureux de vous, Lydia Reeves, et je pense que c'est le cas depuis le moment où je vous ai trouvé dans ma cabane en train d'essayer de voler du pain. Alors, je vous demande de rester, non pas comme ma cousine ou ma gouvernante, mais comme ma femme. Lydia eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. Vous me demandez en mariage? Oui, dit simplement Owen. Je sais que je ne suis pas grand-chose. Je suis juste un homme des montagnes qui vit seul et n'a pas de manière raffinée ou une grande maison en ville. Mais je peux subvenir à vos besoins et à ceux des enfants. Je peux vous garder en sécurité, au chaud et nourri. Et je peux que vous aimez de tout mon être aussi longtemps que je vivrai. C'est ce que je vous offre. C'est ce que je vous demande d'envisager. Lydia se leva, son esprit s'emballant. Owen se leva aussi, la regardant attentivement, les mains serrées sur les côtés comme s'il se forçait à ne pas la toucher. « Vous voulez m'épouser ?» dit-elle, essayant encore de digérer l'information. « Et vous voulez garder les enfants, les élever comme les nôtres? » « Oui, ce sont de bons enfants, et ils méritent une famille. Nous pourrions leur donner ça. Nous pourrions être leur famille. » « Nous ne nous connaissons que depuis 2 semaines, dit Lydia, même si son cœur lui criait de dire oui. « Je sais. Si vous avez besoin de plus de temps, je comprends. Je n'essaie pas de vous presser.
Mais je sais aussi ce que je veux, et je ne vois pas l'intérêt de faire semblant. La vie est trop courte et trop incertaine pour perdre du temps à jouer à des jeux. Je veux que vous soyez ma femme. Je veux que ces enfants soient nos enfants. Je veux construire une vie avec vous ici, dans ces montagnes. C'est la vérité, pure et simple. Lydia le regarda, cet homme fort et doux qui l'avait sauvé, elle et les enfants, sans hésitation, qui leur avait ouvert sa maison et son cœur, qui lui offrait maintenant tout ce qu'elle avait toujours voulu. Un foyer, une famille, quelqu'un à aimer et par qui être aimé. Oui, murmura-t-elle. Les yeux d'Owen s'écarquillèrent. Oui, oui, je vous épouserai, dit Lydia plus fort cette fois, plus confiante. Vous avez raison. La vie est trop courte pour perdre du temps à faire semblant. Je suis en train de tomber amoureuse de vous aussi, Owen. Je pense que j'ai commencé à tomber amoureuse ce premier jour, quand vous m'avez donné votre garde-manger et que vous m'avez posé des questions sur les enfants au lieu de me faire arrêter pour vol. Et chaque jour depuis, je suis tombée un peu plus amoureuse. Alors oui, je vous épouserai, je resterai ici et serai votre femme, et nous élèverons ces enfants ensemble. Owen combla la distance entre eux en deux enjambées et la prit dans ses bras, l'embrassant avec une passion qui lui fit friser les orteils. Ce n'était pas le doux baiser d'avant. C'était le feu, la promesse et le besoin. Et Lydia lui rendit son baiser avec une ferveur égale, ses mains agrippant ses larges épaules, sentant sa force et sa solidité. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Owen posa son front contre le sien. « Nous irons en ville demain et trouverons le pasteur. Nous nous marierons dès qu'il pourra l'organiser. »« Les enfants, dit Lydia, nous devrions leur demander ce qu'ils en pensent. »« Nous le ferons, acquiesça Owen, mais je pense qu'ils seront heureux. James m'a demandé hier si vous alliez être ici pour toujours, et quand j'ai dit que je l'espérais, il a eu l'air soulagé. Ils veulent de la stabilité, Lydia. Ils veulent savoir que c'est réel et permanent. Le mariage leur donnera ça. Le lendemain matin, ils firent asseoir les enfants et leur expliquèrent ce qui se passait. James, Emma et Sarah écoutèrent avec de grands yeux, s'échangeant des regards. « Alors, vous allez vous marier ?» demanda James. « Et nous vivrons tous ici ensemble pour toujours. »« C'est exact, » confirma Owen. « Lydia sera ma femme et vous trois serez nos enfants, si vous le voulez aussi. »« Est-ce qu'on t'appellera papa ?» demanda doucement Emma. L'expression d'Owen s'adoucit. « Seulement si vous le voulez. Je sais que je ne suis pas votre vrai père et je n'essayerai jamais de le remplacer. Mais je ferai de mon mieux pour prendre soin de vous comme il l'aurait voulu. »« Et est-ce que je peux t'appeler maman ?» demanda Sarah à Lydia, sa petite voix pleine d'espoir. Lydia sentit des larmes lui monter aux yeux. « Je serais honorée si tu le faisais, ma chérie. » Les enfants se regardèrent à nouveau, ayant une de ces conversations silencieuses que les frères et sœurs partagent. Finalement, James hocha la tête. « Nous voulons rester. Nous voulons être une famille. » Emma et Sarah hochèrent la tête avec enthousiasme, puis tous les trois se mirent à étreindre Lydia et Owen. Et il y eut des larmes, des rires et un sentiment de justesse qui s'installa sur eux tous comme une bénédiction. Ils allèrent à Silverton cet après-midi-là, toute la famille ensemble, et trouvèrent le pasteur à l'église. Le révérend Matthews était un homme plus âgé aux yeux bienveillants, et il écouta leur histoire avec intérêt. « Je me souviens des enfants Mercer, dit-il. Je suis heureux qu'ils aient trouvé un bon foyer et je serais ravi de célébrer la cérémonie de mariage. »« Quand pensiez-vous le faire? »« Dès que possible, » dit Owen fermement. « Demain. »« Alors, suggéra le révérend, passez à l'église à 10 heures du matin. J'aurai besoin de 2 témoins, alors je demanderai à ma femme et à la secrétaire de l'église de se porter garante, à moins que vous ne préfériez inviter d'autres personnes. »« Juste votre femme et la secrétaire, c'est parfait, » dit Lydia. Elle n'avait pas d'amis proches à Silverton, et Owen était resté si longtemps à l'écart qu'il n'avait personne à inviter non plus. Mais cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était de rendre cela officiel, de donner aux enfants la sécurité d'une vraie famille. Ils passèrent le reste de la journée en ville, et Owen insista pour acheter à Lydia une nouvelle robe pour le mariage. Elle protesta que ce n'était pas nécessaire, mais il fut catégorique. « On ne se marie qu'une fois, dit-il. Tu mérites une jolie robe. » La couturière avait une robe toute faite dans un tissu bleu doux qui allait parfaitement à Lydia
avec juste quelques ajustements. C'était la plus belle chose qu'elle ait possédée depuis des années. Et quand elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la fixait. Elle avait l'air en bonne santé à nouveau. Les creux de ses joues s'étaient remplis grâce au repas régulier. Ses cheveux brillaient d'être correctement lavés et brossés, et ses yeux avaient une lumière qui avait manqué depuis trop longtemps. Owen acheta également de nouveaux vêtements pour les enfants, des choses pratiques pour tous les jours, mais aussi de belles tenues pour le mariage. James eut son premier vrai costume et Emma et Sarah eurent des robes assorties d'un jaune pâle qui les faisait ressembler à de petits rayons de soleil. Cette nuit-là, leur dernière nuit avant de devenir un couple marié, Lydia était allongée dans son lit et pensait à quel point sa vie avait changé en seulement 3 semaines. Elle était passée de désespérée et affamée à fiancée à un homme bon qui l'aimait, elle et les enfants. C'était comme un rêve, trop beau pour être vrai. Et elle s'attendait à chaque instant à se réveiller dans cette réserve froide, le ventre vide et sans espoir. Mais c'était réel. Owen était réel. Les enfants dormant paisiblement dans leur lit étaient réels. Et demain, elle épouserait l'homme des montagnes qui lui avait donné son garde-manger et tout son cœur. Le jour du mariage se leva, clair et froid. Les sommets des montagnes se détachaient sur le ciel d'un bleu éclatant. Lydia s'habilla soigneusement dans sa nouvelle robe bleue et Emma l'aida à arranger ses cheveux, les relevant dans une coiffure simple, mais élégante. Les enfants s'habillèrent dans leurs nouveaux vêtements, tous vibrant pratiquement d'excitation. Owen était descendu en ville avant eux pour prendre les dernières dispositions, et quand Lydia et les enfants arrivèrent à l'église, il attendait dehors dans ses plus beaux habits. Il avait taillé sa barbe et ses cheveux, et il était si beau que Lydia en eut le souffle coupé. Mais c'est le regard dans ses yeux quand il la vit qui fit battre son cœur. Un amour pur, de l'admiration et quelque chose qui ressemblait presque à de la vénération. « Tu es magnifique », dit-il simplement en lui prenant de la main. « Toi aussi », répondit Lydia, et il rit, le son chaud et riche. La cérémonie fut simple, mais significative. Ils se tinrent devant le révérend Matthews et prononcèrent leurs vœux, promettant de s'aimer et de s'honorer pour le reste de leurs jours. La voix d'Owen était stable et sûre, alors qu'il s'engageait envers elle, et la voix de Lydia ne trembla qu'un peu lorsqu'elle promit d'être sa femme dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. Quand le révérend les déclara mari et femme, Owen l'embrassa doucement, tendrement, et les enfants applaudirent. Madame Matthews et la secrétaire de l'Église applaudirent, et même le révérend souriait. Ils signèrent le certificat de mariage, le rendant officiel, puis ils sortirent de l'église en tant que Monsieur et Madame Owen Yates. Les enfants coururent devant, riant et jouant dans la neige, et Owen serra Lydia contre lui, son bras autour de sa taille. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Heureuse » dit Lydia et réalisa que c'était complètement vrai. « Plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Peut-être plus heureuse que je ne l'ai jamais été. » « Bien, » dit Owen en lui embrassant le sommet de la tête. « C'est comme ça que je veux que tu te sentes chaque jour pour le reste de notre vie. » Ils célébrèrent avec un repas au restaurant de l'hôtel, un plaisir rare qui fit s'écarquiller les yeux des enfants. Owen commanda généreusement, insistant pour que tout le monde essaie les plats qu'il voulait, et ils rirent, parlèrent et apprécièrent d'être ensemble en tant que famille nouvellement formée. Sur le chemin du retour vers la montagne, James, Emma et Sarah coururent à nouveau devant, leur énergie apparemment sans limite. Owen et Lydia marchaient plus lentement, main dans la main, profitant du moment de calme ensemble. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Owen, sortant une petite boîte de sa poche. Lydia l'ouvrit pour trouver une simple alliance en or. « Owen, tu n'étais pas obligé. »« Je voulais que tu aies une bague, » dit-il, la sortant de la boîte et la glissant à son doigt. C'était celle de ma grand-mère. Elle me l'a donnée avant de mourir et m'a dit de la donner à la femme que j'épouserais un jour. Je pense qu'elle serait heureuse de savoir qu'elle est à toi maintenant. Lydia regarda la bague, la façon dont elle captait la lumière, et sentit des larmes brouiller sa vision. Je la chérirai toujours. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Owen prit la main de Lydia et la conduisit à sa chambre, qui était maintenant leur chambre. Il l'avait bien arrangée, remarqua-t-elle, avec des draps frais sur le lit et des bougies allumées pour une lumière douce. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il doucement. « Un peu, » admit Lydia. « Je n'ai jamais été avec un homme avant. »« Nous irons doucement, » promit Owen. « Et si tu veux t'arrêter à tout moment, nous le ferons.
Il s'agit d'être ensemble, de nous montrer ce que nous ressentons. Il n'y a pas d'urgence. Il l'embrassa profondément et longuement, ses mains douces l'aidant à retirer sa robe. Les doigts de Lydia tremblaient un peu alors qu'elle déboutonnait sa chemise, révélant le torse musclé qu'elle n'avait fait qu'imaginer. Il n'était que force et puissance, mais son contact était infiniment tendre alors qu'il l'allongeait sur le lit et lui montrait ce que signifiait être aimé par un homme qui la chérissait. Après, Lydia était allongée dans les bras d'Owen, la tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. Elle se sentait changée, transformée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Cet homme était son mari maintenant, et elle était sa femme, et ils avaient créé quelque chose de beau ensemble. « Je t'aime », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je t'aime aussi », répondit Owen, ses bras se resserrant autour d'elle. « Plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Tu m'as tout donné, Lydia. Une famille, un but, une raison de me lever le matin au-delà de la simple survie. Tu m'as donné une vie qui vaut la peine d'être vécue. » L'hiver passa dans un tourbillon de bonheur. La montagne fut enneigée pendant des semaines, mais la cabane était chaude et confortable, et ils ne manquèrent jamais de rien. Owen chassait, quand le temps le permettait, et Lydia devint experte dans la cuisson du gibier qu'il ramenait, le préparant de manière à rendre tendre et délicieuse même la venaison la plus coriace. Elle apprit à faire du savon et des bougies, à conserver la nourriture et à réparer les vêtements, toutes les compétences nécessaires à la vie en montagne. Les enfants s'épanouirent. James devint l'ombre d'Owen, apprenant tout ce qu'il pouvait sur la chasse, le piégeage et la survie. Emma continua à dessiner, et Owen lui fabriqua un véritable carnet de croquis avec du papier qu'il commanda à Denver. Sarah apprit ses lettres et ses chiffres sous la tutelle patiente de Lydia et se révéla avoir un esprit vif et un amour des histoires. Et pendant tout ce temps, Lydia et Owen se rapprochèrent. Ils parlaient pendant des heures le soir après que les enfants se furent endormis, partageant leur passé, leurs espoirs, leurs rêves. Ils apprirent à connaître leur corps et leur cœur, découvrant ce qui apportait plaisir et réconfort. Ils riaient ensemble et étaient parfois en désaccord, résolvant leurs différends avec respect et compromis. Au moment où le printemps arriva, faisant fondre la neige et révélant les vertes prairies de montagne en dessous, ils étaient devenus une vraie famille. Les enfants appelaient maintenant Owen Papa sans hésitation, et ils appelaient Lydia Maman. La gêne et l'incertitude des premiers jours avaient disparu depuis longtemps, remplacées par le confort, la confiance et l'amour. Un matin de fin avril, Lydia se réveilla avec la nausée. Elle eut à peine le temps de sortir avant de vomir le contenu de son estomac. Owen fut immédiatement à ses côtés, lui retenant les cheveux, son visage plissé d'inquiétude. « Tu es malade? Dois-je aller en ville chercher le médecin? » Lydia se redressa, s'essuyant la bouche, et réalisa soudain ce que cela signifiait probablement. Elle avait manqué ses règles mensuelles, ce qu'elle avait attribué au stress et à la mauvaise alimentation des mois précédant sa rencontre avec Owen. Mais maintenant, avec des repas réguliers et une vie stable, son corps s'était régulé. Et si elle avait raison sur ce que cette nausée signifiait, alors elle et Owen avaient créé quelque chose de merveilleux. « Je ne pense pas avoir besoin du médecin, » dit-elle lentement. « Je pense que je suis peut-être enceinte. » Les yeux d'Owen s'écarquillèrent et pendant un moment, il la fixa simplement. Puis un sourire éclata sur son visage, si large et si lumineux qu'il le transforma. « Vraiment? Tu penses que tu es enceinte? Je ne peux pas en être certaine pour l'instant, mais tous les signes sont là. La nausée, l'absence de règles, la sensibilité de ma poitrine. Je pense que oui. » Owen poussa un cri de joie et la souleva, la faisant tourner malgré ses protestations. Quand il la reposa, il riait, les yeux brillants de larmes. « Nous allons avoir un bébé, notre bébé. » Les enfants furent ravis quand ils leur annoncèrent la nouvelle. James était particulièrement excité à l'idée d'être un grand frère pour un bébé. Et Emma et Sarah commencèrent immédiatement à planifier tout ce qu'elles apprendraient au nouveau bébé une fois qu'il serait arrivé. La grossesse se déroula normalement, et à l'été, il était évident que Lydia attendait un enfant. Son ventre s'arrondit avec leur enfant, et Owen était fasciné par cela, voulant constamment sentir le bébé bouger, parlant au ventre de Lydia quand il pensait que personne n'écoutait. Le bébé naquit début décembre, mis au monde par le médecin de Silverton,
Cohen avait fait monter à la cabane quand le moment de Lydia approchait. Ce fut un accouchement difficile, long et douloureux. Mais quand Lydia entendit enfin le premier cri de son enfant, chaque moment de douleur fut oublié. C'est un garçon, annonça le médecin, plaçant le nourrisson brailleur dans les bras de Lydia. Lydia baissa les yeux sur son fils, sur son petit visage et ses poings agités, et ressentit une telle vague d'amour qu'elle la submergea presque. Owen fut immédiatement à ses côtés, sa grande main si douce alors qu'il touchait la tête du bébé. Il est parfait, souffla Owen. Absolument parfait. Comment devrions-nous l'appeler? Ils avaient discuté de prénoms tout au long de la grossesse, mais ne s'étaient jamais mis d'accord sur quelque chose de définitif. Maintenant, en regardant son fils, Lydia sut exactement quel serait son nom. Oliver James Yates. D'après James, dit Owen, jetant un coup d'œil là où les enfants attendaient anxieusement devant la porte de la chambre. Il va adorer ça. Et ce fut le cas. Quand ils firent entrer les enfants pour rencontrer leur nouveau frère, le visage de James s'illumina quand il entendit le deuxième prénom du bébé. Vous l'avez appelé comme moi. Oui, confirma Lydia, parce que tu es un si bon grand frère, et nous voulions qu'il grandisse pour être comme toi. James se rengorgea de fierté et prit immédiatement son rôle de frère aîné très au sérieux, aidant avec le bébé chaque fois qu'il en avait la permission, et s'assurant qu'Emma et Sarah étaient douces quand elles le tenaient. Oliver était un bébé en bonne santé et heureux, qui s'épanouit sous l'attention de ses parents et de ses frères et sœurs. En grandissant, il devint clair qu'il avait hérité des yeux sombres de son père et des cheveux plus clairs de Lydia, un mélange parfait des deux. Les années passèrent, marquées par les saisons, les célébrations et les joies quotidiennes de la vie de famille. James devint un jeune homme fort, apprenant tout ce qu'Owen pouvait lui enseigner sur la chasse et le piégeage. Quand il eut 16 ans, Owen l'emmena pour son premier voyage à Denver pour vendre des fourrures, le traitant comme un partenaire égal dans l'entreprise. Le talent artistique d'Emma continua de se développer et elle commença finalement à vendre ses dessins aux touristes qui venaient à Silverton à la recherche d'art authentique de l'Ouest. Sapra se révéla avoir un don pour la musique et apprit à jouer du vieux violon qui avait appartenu au père d'Owen. Quand Oliver eut 3 ans, Lydia donna naissance à des jumelles, Olivia et Grace, et la cabane résonna du chaos et de la joie d'une grande famille. Owen construisit une extension à la maison, l'agrandissant pour accueillir tout le monde confortablement. Il ne vivait plus dans une simple cabane de montagne, mais dans une vraie maison, avec plusieurs chambres, une grande cuisine et même un salon avec un piano qu'Owen avait réussi à monter sur la montagne pour Sarah. Alors que les enfants grandissaient et finissaient par partir pour commencer leur propre vie, Lydia et Owen restèrent dans leur maison de montagne, vieillissant ensemble à l'endroit où leur amour avait commencé. James se maria et fonda sa propre famille, construisant une cabane non loin de ses parents pour que ses enfants puissent connaître leurs grands-parents. Emma déménagea à Denver pour étudier l'art, mais rentrait chaque été avec de nouveaux croquis et des histoires de la vie en ville. Sarah épousa un musicien qu'elle rencontra à un bal à Silverton, et ils voyagèrent à travers le Colorado, jouant dans divers lieux. Mais ils rentraient toujours à la maison pour les vacances. Oliver et les jumelles restèrent à proximité, aucun d'eux n'étant intéressé à quitter les montagnes qui avaient toujours été leur foyer. Oliver devint guide menant des chasseurs et des touristes à travers la nature sauvage que son père lui avait appris à respecter. Olivia épousa un éleveur et lança une exploitation d'élevage de chevaux prospères. Grace devint enseignante, ouvrant une petite école à Silverton pour le nombre croissant d'enfants de la région. À travers tout cela, l'amour de Lydia et d'Owen ne faiblit jamais. Ils s'asseyaient toujours près du feu le soir, parlaient encore pendant des heures de tout et de rien. Les cheveux d'Owen devinrent gris et sa barbe blanche, et le visage de Lydia se marqua de rides de à des années de sourire. Mais quand ils se regardaient, ils voyaient les mêmes personnes qui étaient tombées amoureuses autour d'un pain volé et d'un garde-manger ouvert toutes ces années auparavant. Pour leur 30e anniversaire de mariage, leurs enfants et petits-enfants se réunirent à la maison de montagne pour une célébration. La maison était pleine de rire, de musique et de vie, exactement comme Lydia avait toujours imaginé qu'un foyer devrait être. Ce soir-là, quand tout le monde s'était calmé et que les petits-enfants dormaient dans divers coins de la maison, Owen prit la main de Lydia et la conduisit dehors. Les étoiles brillaient dans le ciel clair de la montagne, et l'air était vif avec la promesse de l'hiver. « Tu te souviens de la première fois que je t'ai trouvé ici »
demanda Owen, la serrant contre lui. Dans ta cabane, en train d'essayer de voler du pain pour les enfants, dit Lydia en souriant au souvenir. J'étais terrifié. Et j'étais fasciné, dit Owen. Cette femme féroce et désespérée, prête à tout risquer pour des enfants qui n'étaient même pas les siens. J'ai su à ce moment-là que tu étais quelqu'un de spécial. Tu m'as donné ton garde-manger, murmura Lydia, se souvenant de ce moment crucial où tout avait changé. Je t'ai tout donné, corrigea Owen. Mon garde-manger, ma maison, mon cœur. Et tu m'as tout rendu en retour. Tu m'as donné une famille, Lydia. Tu m'as donné de l'amour, des rires et un but. Tu m'as donné les 30 meilleures années de ma vie. Seulement 30, taquina Lydia. Et les 30 prochaines? Owen rit et l'embrassa de la même manière qu'il l'avait embrassé le jour de leur mariage, avec amour, tendresse et promesse. Les 30 prochaines seront encore meilleures. Chaque jour avec toi est meilleur que le précédent. Ils se tenaient ensemble sous les étoiles, cet homme des montagnes et la femme qu'il avait trouvée en train de voler du pain, entourés par la famille qu'ils avaient construite ensemble. De débuts désespérés était né quelque chose de beau et de durable. La preuve que parfois, les rencontres les plus improbables peuvent être menées aux plus grandes histoires d'amour. À l'intérieur de la maison, leurs enfants et petits-enfants dormaient paisiblement, en sécurité dans la connaissance qu'ils étaient aimés, désirés, et faisaient une partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et le matin, il y aurait le petit déjeuner autour de la grande table de la cuisine, avec du bruit, du chaos et le beau désordre de la vie de famille. Mais pour l'instant, dans ce moment de calme, il n'y avait que Lydia et Owen, debout à l'endroit où leur histoire avait commencé, reconnaissant pour chaque tour du destin qui les avait réunis. Il lui avait donné son garde-manger quand elle avait besoin de nourriture, lui avait donné sa maison quand elle avait besoin d'un abri, et lui avait donné son cœur quand elle avait besoin d'amour. Et elle lui avait donné tout d'elle-même en retour, construisant avec lui une vie plus riche et plus épanouissante que l'un ou l'autre n'aurait jamais pu l'imaginer. Alors qu'ils rentraient dans leur maison, main dans la main, Lydia pensa à la façon dont un seul acte de désespoir avait tout changé. Elle avait gravi une montagne pour voler du pain et avait trouvé bien plus. Elle avait trouvé la sécurité, oui, mais plus important encore, elle avait trouvé l'amour. Le genre d'amour qui endure les épreuves et célèbre dans la joie. Le genre d'amour qui construit des familles et crée des héritages. L'homme des montagnes lui avait donné son garde-manger et tout son cœur, et elle lui avait rendu le sien en retour. Et de cet échange, de ce moment de besoin désespéré rencontré par une générosité inattendue, était née une histoire d'amour qui serait racontée et redite à travers les générations. Un rappel que parfois, les meilleures choses de la vie viennent des endroits les plus inattendus. Leur histoire ne se termina pas par un drame ou une tragédie, mais par le contentement tranquille de deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit quelque chose de durable. Ils avaient affronté des défis et les avaient surmontés ensemble. Ils avaient élevé des enfants qui étaient devenus des adultes bons et capables. Ils avaient créé un foyer rempli d'amour et de rire dans les montagnes sauvages du Colorado. Et quand Lydia s'allongea pour dormir cette nuit-là, entourée par les brises de sa famille, avec le bras d'Owen autour d'elle et son souffle chaud contre son cou, elle est sûre que chaque épreuve qu'elle avait endurée en valait la peine. Chaque jour de faim, chaque moment effrayant, chaque choix désespéré l'avait menée exactement là où elle devait être. Chez elle, dans les bras de l'homme qui l'avait sauvée, aimée et avait construit une belle vie avec elle. Le vent de la montagne murmurait à travers les pins à l'extérieur, le même vent qui avait soufflé le jour où elle était montée pour la première fois à la cabane d'Owen. Mais tout le reste avait changé. Elle n'était plus cette femme désespérée et effrayée essayant de voler du pain. Elle était Lydia Yates, épouse, mère et grand-mère, aimée, en sécurité et enfin chez elle. Et le matin, quand le soleil se lèverait sur les sommets et peindrait les montagnes enneigées de nuances de rose et d'or, ils se réveilleraient ensemble et affronteraient un autre jour. Il y aurait le petit déjeuner à préparer, des petits-enfants avec qui jouer, et tous les petits moments ordinaires qui composent une vie. Mais ces moments ordinaires étaient extraordinaires pour Lydia, parce qu'elle pouvait les vivre avec Owen, l'homme des montagnes, qui avait vu au-delà de son désespoir la femme en dessous, qui lui avait donné non seulement du pain, mais tout ce dont elle avait besoin pour survivre et s'épanouir. Leur histoire d'amour avait commencé par le vol et le désespoir,
mais elle était devenue quelque chose de beau et de durable. C'était un témoignage du pouvoir de la gentillesse, de la façon dont un seul acte généreux peut changer des vies pour toujours. Owen avait ouvert son garde-manger et son cœur, et Lydia y était entrée pour ne plus jamais en partir. Ensemble, ils avaient construit quelque chose qui durerait longtemps après leur départ, un héritage d'amour qui vivrait dans leurs enfants et petits-enfants, et dans la maison de montagne qu'ils avaient construite ensemble. Alors que l'hiver s'installait une fois de plus sur les montagnes, apportant de la neige, le silence et la paix particulière qui vient du fait d'être exactement là où l'on doit être, Lydia et Owen y firent face ensemble, comme ils avaient affronté chaque saison pendant 30 ans. Ils étaient plus âgés maintenant, leur corps portant les marques du temps et du travail acharné, mais leur amour était aussi fort que jamais, peut-être même plus fort pour avoir résisté à tant d'années ensemble. Et quand le printemps reviendrait, comme il le faisait toujours, faisant fondre la neige et apportant une nouvelle vie aux montagnes, ils seraient toujours là, toujours ensemble, toujours amoureux. L'homme des montagnes et la femme qui avaient volé du pain et trouvé bien plus. Leur histoire était complète, leur bonheur assuré, leur famille en sécurité. C'était une bonne fin, le genre de fin qui vient du choix de l'amour même quand cela semble impossible. De la prise de risque et de la confiance en la bonté d'étrangers inattendus. De la construction de quelque chose de beau à partir de débuts désespérés. Ils s'étaient trouvés dans les circonstances les plus improbables, et ils avaient créé une vie qui était tout ce que l'un ou l'autre avait jamais voulu. C'était la vraie magie de leur histoire. Pas Owen ait donné à Lydia son garde-manger et son cœur, bien que ce fût généreux et gentil. La vraie magie, c'est qu'elle avait accepté les deux et lui avait donné les siens en retour. Et ensemble, ils avaient créé quelque chose qu'aucun n'aurait pu construire seul. Un foyer, une famille et un amour qui durerait pour toujours.